Est bien plus qu'un simple moyen de communication, comme nous avons l'habitude de le dire dans cette émission. Elle est un outil puissant, porteur de sagesse, de culture, de spiritualité. Depuis des millénaires, elle a servi à transmettre les valeurs, à enseigner les jeunes générations et à tisser le lien sacré qui unit les hommes et les ancêtres. Mais quelle est la véritable portée de cette parole dans l'éducation africaine? Comment s'est-elle transmise au fil des siècles dans un contexte où l'Église était souvent absent? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la didactique de la parole en Afrique en explorant ses mécanismes, ses subtilités et son rôle fondamental dans la structuration de la pensée et du savoir en Afrique pour nous éclairer. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois le frère Sango Malet, justement, qui nous aidera à décrypter l'importance de cette parole vivante et ses implications dans le monde contemporain. Alors, Otep frère, et bienvenue, comment ça va ce matin? Otep à tous. Après une semaine d'absence due justement à des occupations, oui, nous sommes de retour. Oui, dû à des occupations, vous savez, après le départ d'un parent, il faut organiser les choses. Et surtout lorsqu'on est celui-là qui revient la responsabilité, c'est pas toujours facile. Abondant encore le tout, mais vous t'ebdop Cameroun la ninja bia. Mbele andong Cameroun bes belidama. Men mi Sango Maler mabongem nkonongon le phénomène Bachavi. Je suis là ce matin pour décrypter la thématique à l'ordre du jour. La parole didactique. La parole didactique. En Afrique. Oui, en Afrique. Ceux qui l'ont remarqué voient que la syntaxe onomastique de mon nom s'est rallongée. Vous savez, le nom en Afrique, c'est une carte, c'est une boussole. Mais c'est également un objet qui raconte les différentes étapes et du vécu de quelqu'un, souvent à travers le nom et les différents noms, ce qu'on appelle Ambassa Lungu ou Lungeri, en voûte le monsieur ou en Banvé le Ikpon. C'est un nom qu'on se donne pour décrire ou pour rendre compte d'une nouvelle charge, d'une nouvelle mission. Voyez-vous, même à l'église catholique, quand on baptise, on donne le nom. Dans les rites initiatiques, on initie, il y a le nom initiatique. En fait, à chaque étape de la vie, à chaque nouvelle responsabilité, on se donne un nom. Et justement, Sango Malet, on le sait déjà. Quand je dis Borngem, c'est le pseudonyme que ma maman m'a donné avant de partir. Borngem veut dire confiance, espoir. Alors, le phénomène, c'est un pseudonyme, c'est le nom par lequel m'appelait mon père. Paraît-il, j'étais turbulent, mais en même temps intelligent. Donc, c'est un contraste, il m'a nommé Ndiki, le phénomène. Mbachavi, c'est le nom que je me suis donné qui rend compte de mon appartenance à la culture voutée. Mba, c'est le notable. Et Chabi, c'est l'apocope de Kechab. Kechab qui veut dire la sagesse, donc notable du savoir. Et Nkonongon, c'est, vous savez, lorsqu'on dit ambassade que Yomunkun, ça veut dire que ça atteint son max de transmutation. C'est le maître d'un concombre. Lorsqu'il est fruit, il est cru, il subit des mutations, après il cuit et puis il ne peut plus faire mieux que cela. Alors ce sont des noms qui racontent l'histoire et les différentes étapes et les tribulations de ma vie. Je le rappelle, Sango Malet, Mabongem, Nkonongon, le phénomène Bachavi. Voilà. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aussi, vous, chers téléspectateurs et milliers d'abonnés qui nous suivent dans le cadre de nos différentes émissions. Parlant justement d'abonnés et de téléspectateurs, beaucoup en sont déjà attachés à ton discours et notamment à ta percutance. Le terme percutance n'existe pas en français, c'est moi qui le crée en ce moment. Et justement, quand on fait une semaine comme ça, là, sans produit, il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de messages qui arrivent
à mon niveau, qu'est-ce qui se passe? On espère que le frère n'est pas malade et tout. Non, bon, je suis pas malade, comme je vous le dis, vous savez, ce sont juste des responsabilités, mais on trouve toujours quand même le moyen de répondre à l'appel du devoir. Donc, je suis là ce matin, je présente mes excuses. Vous savez, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas. Je voulais bien y être la semaine dernière, mais j'étais au village. Petite funéraille par-ci, par-là, bref, c'était un peu cela. Mais je suis bien portant. Les ancêtres veillent. D'accord, parlant d'ancêtres, c'est justement l'occasion pour moi de verser une calebasse d'eau pour rafraîchir leur mémoire, que ce soit ceux qui sont tombés sur la terre-mère Kama et même ceux qui sont tombés sur la terre de déportation, une calebasse d'eau justement pour rafraîchir leur mémoire, afin que vous puissiez nous accompagner et nous conduire tout au long de cette autre émission. La parole didactique en Afrique est la thématique que nous allons aborder dans cette nouvelle production de votre émission Un pot de limal. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et des définitions, nous allons prendre très rapidement une transition, notamment la bande d'annonce de Kemet Reconnexion. Nous nous approchons inexorablement vers le début de l'événement. Nous allons donc prendre la bande d'annonce et on se retrouve juste derrière pour lancer véritablement le vif du sujet. A tout de suite. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro plus 237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. De l'Afrique. De l'Afrique. Vous êtes sur Kemet Télévision et vous faites bien et merci de nous recevoir chez vous. Alors frère, on ne va pas déroger à la tradition de Podlimal. Les premières minutes, je vais te les donner justement pour que tu nous présentes davantage le centre linguistique Sangomale. Oui, merci. Alexam, Académie linguistique et culturelle Sangomale. Cet espace est d'échange, d'enseignement, de savoir savant, mais également savoir-faire et être de l'Afrique ancestrale profonde, parce qu'il y a une Afrique superficielle et il y a une Afrique profonde. Et nous sommes ceux-là, quand je dis nous, c'est parce que je ne suis pas seul. Avec certains frères et certaines sœurs, nous avons décidé de déporter certains enseignements du village, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'en méfient. Ce n'est d'ailleurs pas pour encourager cela, mais pour dire que, puisque c'est déjà là, on va essayer de créer un cadre qui ressemble au village. Le village étant ce vaste temple ou cette agora à ciel ouvert où on apprenait beaucoup de choses. D'ailleurs, on est en train de parler de la parole didactique. Alors, on enseignait beaucoup de choses. Et donc, nous avons des modules d'enseignement. Le premier étant initiation à l'histoire de Kama, dont l'objectif est de renouer avec notre passé glorieux. Et je rappelle que lorsqu'on parle de Kama, ça va commencer dans les exercices. Il y aura l'histoire de sa famille, de son clan, de sa tribu, du Cameroun. Et quand on parle de l'histoire, on parle de la vraie histoire, celle qui va révéler par exemple que le 14 mars, je crois 1954, si je ne me trompe pas, ou le 13 mars, l'UPC a proclamé également l'indépendance du Cameroun. C'était à, je crois, à Maka, et qu'ils ont choisi d'ailleurs comme langue le Fufulde. Curieusement, pour ceux qui parlaient du tribalisme à l'époque de nos ancêtres, ils n'en savent pas grand-chose. Oumniobé d'ailleurs parlait le Fufulde. Alors, on a également connaissance initiatique,
démêler le mystère de l'initiation. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les gens ont tellement peur de ce mot? En plus de cela, il y a l'école d'égyptologie africaine où on déchiffre les hiéroglyphes. Et ensuite, on a connaissance et maniement de la langue. Et puis, comme dernier module, nous avons connaissance de la tradition africaine. Parce que lorsqu'on parle de tradition, certains pensent qu'on fait référence une fois à l'Afrique. Non, tradition vient de trader et donner à travers le temps. Tout ce qu'on reçoit est tradition. D'accord. Tout ce qu'on reçoit est tradition. Parce que ce ne sont pas les concepteurs. On reçoit cela à travers le temps. Comme nos noms, comme nos langues, nos repas, ainsi de notre manière de s'habiller, de parler. C'est de la tradition. Et chaque peuple a une tradition. Seulement d'autres la valorisent et la défient, l'angélisent même. Et nous, on la diabolise. Voyez-vous. Et donc, voilà un peu les modules du centre. Et puis, il y a 4 cycles. Le dernier, qui 7 mois, est sanctionné par la rédaction d'un texte structuré. Un rapport, un article, un édito, un mémoire sur une question ou une thématique donnée. Voilà, ça peut être une histoire et comme ça. Et quand je parle d'histoire, je rappelle que ce sera vraiment du lourd. Comme je le disais tout à l'heure, on va fouiller dans la mémoire ancestrale pour dire aux gens que nos ancêtres, surtout ceux qu'on appelait maquisans, n'étaient vraiment pas, ils prônaient l'indépendance. Et c'est ce qui les avait amenés à, par exemple, promulguer cet acte qui n'a pas été validé, mais c'est pour dire que ça traduit des velléités indépendantistes que portaient ces gens, en l'occurrence Oumyobe, Ernest Ouandje, Félix Moumé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a l'école, il y a l'histoire que le blanc a voulu qu'on connaisse, et il y a une autre qui est celle, la véritable de nos ancêtres. D'accord. Qu'il faut fouiller. D'accord. Ça veut dire que le centre se porte-t-il bien? C'est une question rhétorique, puisque lorsque tu parles justement des modules qui s'ajoutent, ça veut tout simplement dire que le centre se porte bien. Je la pose quand même. Effectivement, le centre se porte bien. Nous sommes en train de terminer le premier cycle qui durait 3 mois. Nous sommes en train de terminer les enseignements du premier cycle qui durait 3 mois. Il y aura une période, ce sera pas une évaluation au sens de mesurer la compétence ou les connaissances, mais une révision de tout ce qu'on a vu pendant, et puis 7 jours de répit, et on va reprendre avec le deuxième cycle. D'ailleurs, il y a des apprenants qui ne veulent même pas se reposer tellement les contenus sont alléchants et les découvertes sont déconcertantes et même décontenançantes, je vous assure. Parce qu'il y a beaucoup qui se demandent pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ça à l'école. Et à nous de leur dire, il faudrait que le lion raconte aussi la partie de chasse. Tant que c'est le chasseur qui raconte, eh bien, il n'y aura aucune prouesse de lion qui sera à l'ordre du récit de la chasse. D'accord, frère, entrons dans la science. Entrons dans la science. Et nous allons bien entendu commencer par la définition des concepts, comme il est de coutume. La parole didactique. La parole, nous l'avions déjà définie ici, mais dit-on souvent la répétition étant la mère des sciences. Peut-être nous allons encore définir ce thème pour ceux qui nous prennent pour la première fois. Et ensuite, on va définir le thème également didactique afin de faire dans le lien. D'accord. Alors, pour définir une fois de plus la parole, je vais remonter loin, et très loin au récit cosmogonique. Au début, il y a l'informe, ou alors le difforme, le latin, qui est contenu dans un trou noir que les mers humides, c'est-à-dire que les Égyptiens anciens appelaient Yem, c'est-à-dire YM, que les Bassas vont appeler Yomo. C'était la latence, c'était le difforme, c'était l'univers à l'état subtil. Alors, il y a des vibrations cosmiques, c'est-à-dire une énergie, je ne veux pas dire énergie en action, parce que énergie vient d'écrire NRGA, c'est-à-dire ce qui est en mouvement. Donc, il y avait des énergies cosmiques qui constituaient en vibration
ont amené la matière difforme à progressivement prendre forme et l'enveloppe initiale, d'autre part de la graine qui pourrit et qui germe, d'autre part de l'œuf d'Akingos, a explosé dû à ces vibrations cosmiques. Et l'antimatière qui était à l'intérieur et qui s'est formée à partir des vibrations cosmiques ont donc permis à ce qu'il y ait une diversité de choses qui sont unies dans le fond, mais divers dans la forme. Et ces vibrations cosmiques, qui sont à l'échelle subtile, sont représentées par la parole sur le plan de la matière ou alors de la sensibilité. Et donc la parole, c'est cette force agissante qui fait en sorte que ce qui est inexistant arrive à l'existence. Et je dis bien arriver à l'existence. Lorsqu'on parle d'arriver, on voit un départ qui est le monde immatériel, le monde des archétypes, duquel se détache. Parce que chez nous, en Afrique, on ne parle pas de création. On parlait de genèse, on parlait de naissance. La naissance, c'est un détachement. Quand vous voyez l'enfant dans le ventre, il pèse 5 kilos, il est accroché sur quoi? Voilà, très bien, bonne question. Alors, il est dans le ventre, il est comme un membre du corps qui se détache donc des autres membres du corps pour sortir. Et c'est pourquoi le voûtez-vous dira que un, c'est mouin, qui vient du verbe mouine, ou bien mouine. Mouine, c'est émerger du sol. Et mouine, c'est émerger des eaux. Ça veut dire que quelque chose se détache, quitte un point, je vais dire P1, pour arriver à un point P2. Et qu'est-ce qui fait donc que le succès qui est latent en toi, qu'est-ce qui fait que la joie qui est latente en toi se manifeste? C'est la parole. D'où la création des instruments musicaux. Les griots, c'était ça. Lorsque le chef est anxieux, le griot se place à la cuisse, célèbre le roi. Et voilà qu'il est revigoré. C'est à travers la parole. Donc la parole, c'est donc quoi? C'est cette force agissante qui fait en sorte que ce qui est dans le monde de l'archétype quitte ce monde, se détache, prend forme et apparaît, se montre, se manifeste dans le monde visible. C'est pourquoi la bénédiction utilise de la parole. Bien qu'il y ait un conditionnement à travers des éléments de la nature, ces éléments contiennent des forces latentes que la parole va libérer. C'est pourquoi quand le bon veut vous bénir ou bien veut faire un travail, il va couper les herbes et dire au bac yanga maboui nano helba bébé kang. Ça veut dire que tu étais de simples herbes. À partir de cet instant, tu deviens des objets ritueliques. C'est à travers la parole qui transforme cette simple herbe en herbe rituelique. C'est ça la parole. La parole, c'est ce qui transporte de l'au-delà, du plan archétypal, du plan subtil, pour se faire manifester. D'accord. Et maintenant, en parlant donc de didactique, pour faire le lien avec la parole didactique. D'accord. Lorsqu'on parlait de la parole de la didactique, ici didactique est pris dans le sens adjectival, pas nominal. Parce qu'il y a didactique qui est un nom, mais il y a didactique qui est l'adjectif. Alors, on dit l'adjectif didactique qualifie ce qui est propre à l'enseignement. Ce qui a pour objectif d'instruire, d'éduquer, d'enseigner et d'informer. Donc, lorsqu'on parle de didactique, c'est ce qui a pour objectif d'instruire, d'informer, d'enseigner, de transmettre la connaissance ou le savoir. Très bien. C'est ça qu'on appelle didactique. Donc, didactique en termes d'adjectif renvoie à ce qui est propre à l'enseignement, à la transmission. D'ailleurs, de son étymologie grecque didactikos, dérivé du verbe didactico, veut dire enseigner ou instruire. Plus loin, la didactique implique la transposition didactique. Et qu'est-ce que la transposition didactique? La transposition didactique, c'est la disposition d'un savoir savant, c'est-à-dire brut, lourd, à la compréhension d'un ingénu ou du commun des mortels.
C'est ça transposé didactiquement. D'accord. Et c'est ça qui est tellement important. La transposition didactique, c'est la disposition d'un savoir, c'est l'adéquation d'un savoir avec le coefficient intellectuel d'une X personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ô combien compliquée, complexe une notion est, la didactique devrait pouvoir l'enseigner à un esprit simple et lucide. Et un exemple de transposition didactique, il y a des notions qui surpassent l'intelligence humaine. Que pour comprendre, il faut vraiment être, j'allais dire, initié. Voyez-vous? Mais nos ancêtres, de très grands didacticiens, ont plus simplifié cela au point où une notion comme la réincarnation, on l'a transmise à travers le jeu du pouce-pion. La réincarnation, c'est quoi? La réincarnation, c'est le renouvellement des naissances. Exactement, comme on a vu dans une émission ici. Voilà, donc ça veut dire que c'est un ensemble de cycles de vie qui te font grandir en expérience et en sagesse afin d'atteindre le nirvana. Bon, j'utilise un peu les termes des autres. Afin de boucler la boucle, en fait. C'est ce que le Douala dit. Parce que l'initié Douala qui a atteint ce nirvana, on l'enterre ou on a enterré son cordon ombilical. Il boucle la boucle. Voyez-vous? Alors, vous voyez que lorsque vous jouez au pouce-pion, vous traversez un premier cycle que vous assurez, vous traversez un deuxième cycle que vous assurez, et ainsi de suite, vous vous rapprochez de la fin. Et lorsque vous avez fini d'assurer toutes les cases et il n'y en a plus, ça veut dire que vous avez atteint la félicité. Voilà ce qu'on appelle la transposition didactique. C'est-à-dire, c'est la mise, c'est l'explication ou alors l'adéquation d'un savoir compliqué, complexe, à la compréhension d'un esprit simple et lucide. Et donc, on ne peut pas parler d'enseignement sans transposition didactique. Parce que le savoir savant, il est brut. Les recherches découlent ou aboutissent à un savoir qui est souvent compliqué, qui est brut. Mais vous n'allez pas, puisque ce sont des phénomènes qui concernent l'humanité tout entière, mais vous n'allez pas empêcher que l'enfant, l'ingénu, le débutant puisse comprendre cela. Donc, il faudrait trouver une formule très simple à travers le chant, la danse, le proverbe, le jeu, et ainsi de suite, pour expliquer à l'enfant que voilà comment est-ce que ça se passe. Lorsque je reviens également à un exemple de transposition didactique, il y a une célèbre danse bassa qu'on appelle le makune. Ça se joue, ça se danse avec les épaules. On tape des pieds sur le sol. On tape des pieds sur le sol, on fait un jeu avec les épaules. Ce qui m'avait marqué dans ce jeu, c'était comment est-ce que on tape les mains en rythme de 2, 4 et 8. En tapant les pieds et en jouant avec les épaules, on tape les mains en claquant 2 fois, 4 fois ou 8 fois. Mais lorsque vous lisez le papyrus des rimes, que dit Amon? Je suis l'univers dans sa diversité. Je suis moi-même ce qui allait advenir. Je suis 2, je suis 4, je suis 8. On est là dans les suites numériques. Voilà. Donc, la danse du makune, à travers les claquements de doigts, dans des phases de 2, 4, 8, exprime comment l'univers se déploie. Le 2 qui devient 4, le 4 qui devient 8, le 8 qui devient 16 et le 16 qui devient 32. Exactement. Donc, vous voyez que celui qui connaît saura que voilà le message, voilà l'enseignement derrière cette danse. Pourtant ludique, on est là dans le ludique, le ludos, du grec ludos, de le ludo, ludique, c'est tout ce qui renvoie au divertissement. Mais on vous dit que, et c'est l'occasion de dire aux gens, dans chaque jeu africain, dans chaque danse africaine, dans chaque chant africain, il y a un enseignement. C'est vrai, nous sommes dans le ludique, mais attention, la réalité en Afrique est double. L'utile va tuer avec l'agréable. L'enseignement va avec le divertissement en même temps. Effectivement, nous voyons des jeunes enfants qui jouaient à l'époque ce qu'on appelle le pouce-pion. Ouais. C'est-à-dire, on trace un très grand rectangle, maintenant on fait les séparations, et il y a une ligne au milieu. On prend un pouce-pion, c'est-à-dire le noyau du manguier, qu'on lance, et puis on pousse. C'est-à-dire, c'était ludique, mais ça avait un enseignement. Effectivement, ça enseigne la réincarnation et les cycles.
voyez-vous. Et lorsque vous étudiez l'évolution de la personne, en fait, la notion de cycle, en anglais, on dit pervade, c'est-à-dire remplit l'espace scientifique africain. Tout évolue en forme de cycle. Les saisons, l'année, le mois, et ce sont des cycles. Donc, vous allez voir quelque chose d'assez banal. Je me rappelle, Sa Majesté Mboni Djingele nous parlait du jeu, c'est Yungu Yungu Mutoko Toko chez les Douala, qui raconte comment l'univers naît. C'est un jeu très banal, mais qui a une assise scientifique inestimable. Ça c'est. Alors, une deuxième notion, lorsqu'on parle de didactique à considérer, est le contrat didactique. Le contrat. Oui, le contrat didactique. Qui renvoie à. Le contrat didactique renvoie à l'usage de la méthode appropriée, soit de, comment dirais-je, de consolidation d'un acquis. Quand on dit consolider, c'est rendre plus solide. Ça veut dire qu'on t'a enseigné quelque chose. Et il arrive peut-être que tu ne parviennes pas à le maîtriser. Comment est-ce qu'on va consolider cela? Exactement. À travers le fouet, la punition, mais surtout la peur. Pour que tu respectes le sacré, on te dit que monsieur, si tu pointes la tombe du doigt, tes doigts vont se couper. Mais toi se coupe. Non. Pour cultiver la prudence en toi, comme tu ne veux pas comprendre, que si tu marches à reculons, ta mère va mourir. Ma mère, non, vraiment, je m'abstiens de le faire. En fait, c'est pour te dire que lorsqu'on avance, il faut avoir une vue panoramique des obstacles pour pouvoir les dévier. Or, lorsque tu marches à reculons, tu ne vois pas les obstacles. Tu peux tomber dans un trou. Tu peux monter sur tu peux pisser la tête d'un serpent, tu peux faire si tu peux faire ça. Voilà ce qu'on appelle le contrat. C'est l'usage des méthodes appropriées en fonction de l'âge, du sexe également, parce que il y a des méthodes coercitives liées aux enfants, liées aux hommes et liées aux femmes. C'est ce qu'on appelle le contrat didactique. Et justement, on interdisait aux enfants au village de ne pas manger les œufs. Que si vous mangez les œufs, ça va vous caler en travers la gorge. C'est-à-dire, c'était une parole didactique qui poussait les enfants à laisser les poules, n'est-ce pas, couver et éclore. Effectivement. Sinon, les enfants, n'est-ce pas, aller ramasser les œufs de gauche à droite pour aller faire frire. Et justement, les poules ne devaient pas. Donc, c'était un message, comme tu es en train de le dire. Effectivement, ça me permet de... Vous savez, qu'est-ce qui m'a inspiré cette thématique? J'ai discuté avec un chrétien. Il me dit, ah, dis donc, vraiment, ça en gros, votre Afrique là. Quand on était petit, on nous disait de ne pas faire ceci. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai fait ça. Je dis que vous ne comprenez rien. C'est un Africain. Oui, c'est un Africain. Vous ne comprenez rien. Et dites-vous, les Africains. Oui, dites-vous, les Africains. En fait, justement, ils ne comprennent pas que... Mais lorsqu'on disait en quatrième que 5 mois dit cela ne se peut pas, il y avait un objectif derrière. C'était la parole didactique, c'était pas la parole initiatique. Il faudrait distinguer la parole initiatique de la parole didactique. Exactement. Mais attendez, mais c'est un sérieux. Lorsque les ancêtres disaient de ne pas pointer la tombe du doigt, sinon tes doigts se coupent, c'était pas parce que ça devait se couper. Ils savaient, ils connaissaient le message qu'ils voulaient transmettre. Et lorsqu'on ne connaît pas ça, on dit que oh, vraiment l'Afrique et les mensonges. On dit il ne faut pas siffloter à minuit, il ne faut pas, mais que non. Il ne faut pas balayer une fois la nuit tombée. Oui, bon, moi j'ai à balayer, pourquoi? Mais attendez, mais sans sérieux, il faudrait comprendre que chaque enseignement a ses méthodes de consolidation des acquis. D'autres utilisent l'évaluation. L'école africaine n'utilisait pas l'évaluation en tant que telle. La consolidation des acquis en Afrique passait par ces méthodes. Lorsqu'on l'initiait au Mélan pour cultiver la prudence et la témérité, on creusait des trous et on vous demandait de courir en bourse avec prudence. Tu tombes dans le trou, on te dit que les fantômes vont te manger, sinon tu payes à ton trou. En fait, c'était pour que tu sois prudent. Exactement. C'est une manière de veiller la vigilance une fois de plus. Tout comme l'évaluation, c'est la vigilance. Hey, on a vu ça la dernière fois. L'équation, si on résolvait encore ça, comment c'est que ça, il faut éveiller l'esprit de vigilance. Mais on ne va pas tous utiliser la même méthode. D'ailleurs, que même en Afrique, d'une culture à une autre, c'est pas la même chose. Bien sûr. C'est pourquoi on dit en bas ça, Hilong, Nihe Beliko. Chaque tribu a sa manière de dépecer le coq ou alors la poule. Ça veut dire que ici, on peut procéder de cette manière. Et là-bas, on procède d'une autre manière, mais la finalité reste la même. Le même résultat, justement, voyez-vous. Donc, ce n'est pas parce que, pour donner le nom,
le Bassa fait une cérémonie pendant laquelle il veille seul sur la toiture, que le Bamileke ne fait pas ça. Et on va dire que c'est différent. Non. Que c'est, voilà, exactement. C'est pas différent parce que tous, avant de faire ça, ont consulté les oracles. C'est simplement la socioculture. Il y a une culture, mais plusieurs sociocultures. Et quand on parle de socio, on parle déjà de l'environnement. On parle de l'environnement qui conditionne la manière de faire. Donc, la parole didactique, donc, c'est quoi? La parole didactique, c'est cette parole dont l'objectif est d'enseigner, d'éduquer, d'instruire, d'impacter la conscience, l'être. De marteler, comme tu as l'habitude de le dire. Effectivement, de marteler. C'est ça la parole. Elle est celle-là qui vous renseigne sur ce qu'est le cosmos, sur ce que sont les lois, sur ce que sont les relations entre les différents règnes, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça la parole didactique. D'accord, frère. Maintenant, en quoi est-ce que la parole africaine se distingue-t-elle des autres formes de transmission du savoir? S'il faut par exemple prendre l'écrit. Alors, comment est-ce que la parole africaine se distingue-t-elle des autres formes de transmission du savoir? Déjà, il faudrait savoir que la parole africaine déjà a un principe, c'est que elle est sexiste. Ça veut dire que l'école occidentale, c'est une aberration. C'est un assassinat du principe de genre. En réalité, on ne devrait pas avoir des garçons et des filles dans une même salle de classe. Parce que nous ne sommes pas appelés à jouer les mêmes rôles dans la société. L'Africain séparait les sexes lorsqu'il fallait éduquer les enfants. C'est pourquoi l'homme disait toujours « mon père me disait » et la femme dit « ma mère ou ma grand-mère me disait ». D'accord, frère, soit. Maintenant, si l'éducation des femmes était différente, peut-être pas différente, mais c'est-à-dire les femmes et les hommes n'étaient pas éduqués de la même façon et dans le même endroit. Maintenant, comment y avait-il donc harmonisation plus tard entre l'éducation reçue par les femmes d'un côté et l'éducation reçue par les hommes de l'autre côté? Comment y avait-il donc harmonisation entre les femmes et les hommes dans la communauté? Alors, c'est en ça que le mariage était important. Le mariage en Ewondo, c'est alouk, qui vient du verbe lak, c'est-à-dire unir. Ça veut dire quoi? Au départ, il faut savoir que l'univers fonctionne en chassé-croisé. Au départ, on vous sépare, vous finissez par vous unir. C'est pourquoi le mariage, c'était l'un des rituels les plus importants de l'Afrique. Tellement délicat que le Bassa l'a nommé Libi, qui veut dire poser délicatessement, avec prudence. C'est donc dans le mariage que on dit à chacun fait donc un jeu de... C'est pourquoi le jeu de rôle existait. On a éduqué l'homme selon les principes de sa résonance et de ses fonctions. Je rappelle que l'homme c'est le soleil. La vengeance, la force, la conquête, le déploiement. On a éduqué la femme selon les principes de la lune, l'humidité, la paix, l'harmonie. Lorsque vous retrouvez dans le mariage, l'homme attaque. Quand il est stressé, il revient auprès de sa femme retrouver réconfort. Il se ressource pour aller attaquer. Mais si vous tous, on vous dit qu'il faut attaquer, bon, maintenant qui va ressourcer l'autre? Parce que c'est ça le problème. On n'éduquait pas les hommes et la femme en Afrique dans un même cadre spatial parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs. D'accord, très bien. Ça veut dire que c'est un crime de lèse-majesté de constater aujourd'hui que dans une maison, on éduque à la fois les filles et les garçons pratiquement de la même façon. Mais c'est un crime, mais c'est à l'image de... Bon, attendez, quand le soleil et la lune se rencontrent, n'y a-t-il pas éclipse? Si, si. Alors, mais attendez. Le jeune garçon était en majorité éduqué au hangar, avec son père ou ses oncles maternels. La jeune fille, et au salon. La jeune fille, c'est à la cuisine, monsieur. C'est là-bas qu'on lui donnait les enseignements, en plus des enseignements qu'on va lui donner pendant la période de puberté, après laquelle elle va aller en mariage, parce que pendant cette même période, le garçon est reclus en forêt.
dans le stage qui précède la circoncision. C'est pourquoi il n'était pas permis à l'homme d'entrer dans la cuisine. Mais chez nous, les voûtés, un garçon qui entre dans la cuisine s'appelle labio. C'est un mot qui n'est pas l'un des esclaves ou alors sous-homme. Un homme n'entre pas dans la cuisine. Et c'est justement à cette occasion qu'on a payé. Je vais vous donner un exemple, monsieur Nyamsi. Lorsque les hommes étaient au salon. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Voilà, nous sommes en Afrique. Et effectivement, vous savez, ailleurs, on se voit. Je vais te donner un exemple. L'éducation du jeune garçon se passait au salon. Pourquoi? Parce que le salon, c'est le grand ensemble. Tout le monde est là. Les hommes sont là. Oncle maternel, ou bien ton père, ou bien ceci. Tant que la nourriture ne te trouve pas, monsieur, tu ne traverses pas le salon pour aller voir ce qui se passe dans la cuisine. Puisque l'homme est appelé à se déployer dans la conquête, et c'est là qu'on cultive l'endurance, le stoïcisme, tu supportes la faim. Et je te rappelle que il était interdit non seulement de manger, mais de demander même ce qui se passe à la cuisine. Tant que ta femme ne t'a pas apporté de la nourriture, monsieur, tu restes, tu supportes. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire qu'on voit. À la limite, et c'est là justement où le jeu de rôle était important. À la limite, quand ton neveu vient te rendre visite, tu envoies un message à ta soeur, à travers ton neveu qui est son fils, que il faut dire à ta mère de m'envoyer la pâte d'arachide. Cette phrase est un message que ma femme m'accrète à travers la nourriture. Donc, en attendant qu'elle apporte la nourriture, quand bon va lui vouloir, moi, je mange la pâte d'arachide ou bien le maïs grillé. Tu ne vas pas à la cuisine, monsieur. Donc, toutes ces valeurs, on apprenait ça aux jeunes. C'est l'homme qui apprend ça à l'homme. Ainsi que la femme qui va aussi dire à la fille que, quoi qu'il en soit, on ne refuse pas la nourriture à son mari, on ne refuse pas le sexe à son mari, on ne refuse pas d'accueillir sa belle famille. Quoi qu'il en soit, c'est dans la cuisine. Donc, l'éducation, la parole didactique en Afrique, l'enseignement en Afrique est sexiste. Il y a des valeurs qu'on apprend à l'homme. Et je te rappelle que le jeune voûté, à l'époque, lorsqu'il avait ses 7-10 ans, on lui apprenait à tirer à l'arc. La femme fait quoi là? Voilà. La femme, elle n'a aucun rôle à jouer là. On lui apprend à tirer à l'arc, à fabriquer déjà même cet arc, cette flèche, à fabriquer l'arbalète, à aller à la chasse. Pendant que la femme est éduquée à la cuisine. Pendant que justement la femme est éduquée à la cuisine. Voilà. On lui apprend à préparer et respecter les mesures et l'harmonie de la cuisine sans goûter, monsieur. Mais il avait des repas que les femmes n'étaient pas censées goûter. C'est-à-dire, en servant, elle est convaincue que effectivement c'est bien fait. Mais sans avoir goûté. Mais quand les femmes passaient à cuisiner la vipère pour l'homme, elles ne goûtaient pas, mais c'est toujours bon. C'est là-bas qu'on apprenait ça, monsieur. L'homme cherche quoi là? Qu'est-ce qu'il va chercher là? S'il advienne que par hasard et par nécessité, l'homme aille à la cuisine, il s'annonce à l'avance. Mais aujourd'hui, on a des hommes qui entrent à la cuisine, ouvrent même la marmite, ouvrent la marmite et se servent. Non mais attendez, parfois sans l'autorisation de sa femme. C'est une aberration. Très grave. Ça veut dire que quand on va t'attraper lors d'une guerre de clans, on t'amène quelque part, tu fais 24 heures sans manger, tu vas livrer les secrets du clan. Vous voyez? Donc, si ta femme ne te donne pas la nourriture, tu restes tranquille. Tu supportes, monsieur. Il y a bien sûr les moyens de recours, mais tu supportes, tu ne vas pas à la cuisine parce qu'on ne viole pas l'intégrité territoriale. Le territoire de la femme, c'est la chambre et la cuisine. La cour et le salon sont les territoires de l'homme, monsieur. Ça, c'est dingue. Ça ne veut pas dire pourtant que la femme est interdite de s'asseoir avec son mari et ses enfants au salon. Non. D'accord. Lorsqu'on le dit, c'est que il y a des jeux de rôle et il y a des moments. Quand on mange, elle est là. Ou alors, si le mari veut, elle est là. Et c'est en ça, justement, que je reviens sur la deuxième différence de la parole en Afrique. La parole didactique ou le mode de transmission de savoir. La parole en Afrique est à la fois, l'enseignement est à la fois diurne et vespéral. Il y a des activités qu'on fait uniquement en journée. Et des activités qu'on fait uniquement dans la nuit. Et c'est prévu, ce n'est pas hasardeux. Généralement, les jeux se faisaient quand? Dans la nuit, au clair de lune, justement. L'ongwa, chez les Vuti. Quand on dit Megi Bounungwa,
c'était des chansons et des chants et des danses. Bon, il y avait aussi des petites dragues là. Hein. C'était tellement je vais à moi, par exemple, j'ai connu ça. C'est pourquoi j'aime toujours aller au village. Parce que je suis nostalgique de cette époque où on courait en plein 23 heures dans le village sous le regard bienveillant des dames lunes. De la lune. Voyez-vous. Donc, et à cet effet, il y avait d'ailleurs un interdit. Si vous racontez les contes en journée, vos parents vont mourir. Le message de cet interdit, c'était quoi? Il faut tuer la paresse, monsieur. La journée, c'était pour travailler. Exactement. Le soleil, c'est l'astre de la vigueur, monsieur. Les contes, c'est l'oisiveté, c'est le ludique, non? Quand tu sois un jeu loisir, c'est que tu te pavanes, tu te distrais. Quand il y a le soleil dehors, c'est pour travailler. Et on ne doit pas le faire justement au moment où on doit pratiquer ces activités-là. Mais bien sûr, la journée est faite pour travailler. Il fait chaud sur le soleil, c'est l'ardeur au travail. Et donc, c'est pourquoi je dis souvent que tant que vous n'êtes pas africain, ne parlez pas de l'Afrique. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça, non, il se racontait les contes en journée, rien ne se passait. Non, mais il faudrait d'abord savoir quel est l'objectif derrière cette parole, cet enseignement, cet interdit. C'est pas forcément, et j'ai parlé tout à l'heure de contrat didactique. On ne pouvait pas dire, on ne peut pas éduquer un homme initié par la peur. Voyez-vous? Ce n'est que l'enfant qu'on éduque par la peur, ou la femme quelquefois, parce que ce sont des êtres encore émotifs. L'homme qui a fait le saut, qui a fait le mbok, je vous rappelle que c'était des initiations militaires. Vous l'éduquez par la peur. De quoi? De la mort. Alors que initier, c'est apprendre à mourir. Vous allez lui faire peur avec quoi? Il y a d'autres moyens de consolider cela. Et ces moyens, c'est maintenant le nogos. C'est-à-dire une frappe chirurgicale mystique. Ouais. Dès que tu fais ça, on te donne d'abord un palier de 3 jours. Tout ce que tu mets, tu vomis, tu maigris. Tu ne vas pas mourir. Le neuro, c'était pour te faire comprendre que monsieur, ce n'est pas ce que tu devais faire. Voyez-vous. Voilà une mesure coercitive. Tandis qu'à l'enfant, c'est la peur. Tu lui dis que ma mère, non, vraiment. Autant mieux laisser cela. Voyez-vous. Si tu sors encore dans la nuit et c'est doux, on a créé des êtres imagés comme les Emomoro, les géants comme ça. On disait qu'il y a. Moi, quand j'étais petit, on me disait ne tombe pas malade. Et il y a une vieille maman Vettel là qui mangeait les enfants quand ils tombent malades. Voyez-vous, ça c'est l'effet placebo qu'on veut. Mais c'est que, hey, non, vraiment, tu te reprends, tu te revigores. Psychologiquement, même lorsque tu as une petite fièvre, psychologiquement, elle guérit parce que. Elle guérit, c'est que mais la maman a mangé les enfants. Maman va te manger. Comment, voyez-vous. Donc, et toute cette mesure, quand on ajoute à cela, quand le blanc vient, il donne cela, donc comme l'effet placebo, oh là là, on se dit que c'est quelque chose. On cultivait l'effet placebo là. Quand on te dit que monsieur, si tu sors dans la nuit, ou bien si tu tombes malade, il y a une maman qui va te manger les enfants. Vous savez qu'il y avait aussi des fièvres que les enfants simulaient. Oui, développaient en simulant. Parce qu'il veut dès qu'on te dit ça, non, vraiment, tu te remets. Donc, la guérison par la psychologie. Bien sûr, par la psychologie, voyez-vous. Donc, il y a cet enseignement-là. Il y a cet enseignement qui était à la fois diurne, c'est-à-dire en journée, on travaille, on va à la chasse, on va à la pêche, on amène à observer, viens. C'est-à-dire, c'est davantage compréhensible ce que tu dis parce qu'à cette époque, parlant par exemple de circoncision, c'est-à-dire quand l'âge arrivait de circoncire les jeunes garçons du même âge et les filles du même âge, elles recevaient ou alors ils recevaient une éducation différente les unes des autres. Maintenant, une fois en brousse, on amenait les filles de leur côté et les garçons de leur côté. Oui, en fait, absolument, de toute façon, c'est toujours comme ça. Pour revenir à l'éducation de la jeune fille qui était, n'est-ce pas, différente de l'éducation du garçon. Et chacun était de son côté, justement, avec soit l'oncle maternel, soit le papa pour les hommes, et maintenant la maman notamment pour les jeunes filles. Absolument. Je dis, l'homme c'est l'astre solaire. Sa constitution, son type d'énergie et son alimentation seront différents de ceux de la femme. Qui aide la lune, qui rafraîchit,
qui revigore, qui ressource, la nuit est ressourçante et porte conseil. Il faudrait donc se mettre en état de recevoir de la lune pour transmettre à l'homme. C'est pourquoi il y avait des éléments qui étaient interdits aux femmes et dont les hommes pouvaient consommer. Et vice-versa. Parce que, même dans l'initiation, si par exemple ton élément, si ton totem c'est le serpent, mais on va t'éviter de manger des choses qui glissent, le gombo, etc. Vous savez ce que ça fait. Les poissons silus, les poissons qui n'ont pas d'écailles là. Mais voilà, donc, en réalité c'est comme ça. Il y a l'éducation, il y a l'alimentation, il y a la vision du monde, il y a le type de discours qu'on tient à la femme, qui forcément sera différent de ce qu'on tient à l'homme. Et vous ne pouvez donc pas être vous tous dans une salle de classe, ou alors vous ne pouvez pas tous faire les classes initiatiques. Et ça va même jusqu'à l'entretien du défunt. Quand un homme meurt, en réalité, ce sont les hommes qui doivent être là. Et quand une femme meurt, c'est pareil. Hein, voyez-vous? Donc, en réalité, c'est ça la parole didactique en Afrique. C'est ça l'enseignement en Afrique. L'enseignement en Afrique est sexiste, monsieur, et tient compte du genre. D'accord. Avant de poursuivre, justement, je te relance avec une question. Où précisément est-ce que nous avons failli pour qu'on en arrive aujourd'hui où on fait des repas de tout le monde, c'est-à-dire on enseigne tout le monde à la fois. Quand nous voyons nos salles de classe aujourd'hui, c'est les filles et les garçons. Quand vous voyez les repas dans nos différentes maisons, on fait le même repas et tout le monde en consomme. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences plus tard, frère, par rapport à tout cela? Non, il y a des conséquences. Bon, comment est-ce qu'on a failli? Vous savez, quand vous lisez Amadou Hampâté-Bâ vous dit clairement, un très grand initié. Il vous disait que tout initié à la pharmacopée africaine qui pratiquait était jeté en prison pour pratique illégale de la médecine. Il en est. C'est ce même acharnement qu'a suivi l'éducation africaine. Est-ce qu'on raconte encore les contes aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Ni de devinettes, ni de charades. Ni de charades, ni de proverbes. C'est chacun qui se débrouille. Est-ce que les gens parlent encore en convoquant des mythes fondateurs? Jamais. C'est comme ça. Tout regroupement était interdit, que ce soit en soirée ou en matinée. Et le jeu d'espion était là. Ils sont encore regroupés là-bas, même pour l'initiation, qui est également un mode d'apprentissage. Ils sont encore initiés là-bas pour mon atterrir avec les kalachnikovs, comme ça, on ramasse tout le monde. Je vous rappelle quelque chose. Le tam-tam initiatique de Ngorli Touba a été détruit par un missionnaire. On a jeté en cellule l'initié qui gardait ce tam-tam initiatique. On voulait qu'il donne les secrets de ce tam-tam. Il a refusé. Pendant plusieurs jours, il a été séquestré, il a refusé. On est reparti dans le village. On a pris femmes et enfants, on les a jetés en cellule. Pour leur montrer comment on torturait les anciens. Pour lui mettre une certaine pression psychologique. Lui n'a pas parlé, mais les autres ont parlé pour qu'on le libère. Voilà les méthodes de matraquage psychologique et de séquestration physique qui ont fait que des gens qui avaient des savoirs qui devaient transmettre ont arrêté de transmettre de peur de subir ces sévices. Et plus tard, nous avons vu une croix justement plantée sur la gorge de Ngorli Touba. Curieusement, de 7 mètres, l'univers se déploie en 7 parce que le 7 en bassa, c'est ça en boc. En métal, bref, on ne va pas y revenir, mais on va voir à quoi ça donnait. Et alors, quelles sont les conséquences? Vous savez, la vie se nourrit de la vie. C'est pourquoi, vous savez, on doit faire attention à ce qu'on mange. Parce qu'une vie est une résonance qui, lorsqu'elle entre en résonance, lorsqu'elle fusionne avec une autre résonance, peut être bénéfique ou maléfique. Et donc, si vous consommez une nourriture qui n'est pas destinée à votre... qui n'entre pas en résonance avec vous, eh bien, ça amoindrit vos capacités psychiques et physiques et même spirituelles. D'où l'importance de l'initiation, parce que dans l'initiation, ça te permet de savoir quels sont les éléments que tu peux consommer. Oui, le FA le dit. Et les éléments que tu ne peux pas consommer. Bien sûr, exactement. Le FA, en réalité, lorsque vous partez faire le FA, il lit jusqu'au type de travaux auxquels vous êtes destiné. Et c'est en ça justement que c'est important de séparer. Dans les rôles, dans les travaux, dans les missions, c'est toujours différent.
les femmes n'auront jamais les mêmes missions. Lorsque vous regardez la société Bassa, on dit Moulom en Karmunkong. Ça veut dire que l'homme va à la conquête des terres avec la violence, avec la coercition, avec le fusil, avec la lance, la machette. Moura en bok et range. En poubous. Elle organise. Elle organise. Le box est organisé. En poubous. Elle bénit et sanctifie. Et c'est pourquoi ce sont les femmes du troisième âge qui chargeaient les fétiches que les hommes devaient utiliser en guerre. Vous voyez ça? Et comment est-ce qu'on peut vous éduquer de la même manière? Toi, tu vas utiliser le fétiche, elle va charger. Mais toi, tu peux avoir une certaine indélicatesse, mais elle non. Elle est prêtresse, toi tu es exécutant. Regardez même dans la société. Ne voyez-vous pas que ceux qui ont une certaine vie harmonieuse et pleine de restrictions, ce sont les initiés? Nous, bon, quand il dit nous, c'est le commun des mortels, ils vont en boîte de nuit. Justement, il y a beaucoup d'initiés qui ne mangent de repas que s'ils sont faits par des femmes qui ont atteint la ménopause, justement. Dont les femmes du troisième âge déjà. Effectivement, parce que c'est ce que disait la rayonnance, la résonance ou le rayonnement. Lorsque on est en ménopausé, c'est comme du vin qui se bonifie avec le temps. Pas c'est un vin qui se bonifie avec le temps. C'est pas pour rien que dans la plupart des rites initiatiques féminins, il y avait 3 carrés. Le premier carré, par exemple, chez les petits femmes, les mvones, les apprentis et comme ça, là. Bon, ce sont les jeunes filles là et comme ça. Le deuxième carré, ce sont les femmes qui accouchent, qui ont accouché, qui allaitent, qui ont activé l'énergie de Issei, la divinité de la fécondité, et ainsi de suite. Le dernier carré, c'est les ménopausées, les vieilles, et c'est à elles qu'on donne certains habits qu'on utilise pour des rituels et comme ça. Parce qu'elles ne sont plus sous l'emprise de certaines énergies, elles ont transcendé, elles sont à un certain niveau. Voyez-vous. Et c'était elle justement qui gardait le village. La vraie garde du village, c'était elle qui chargeait les fétiches. C'était elle qui était chargée de résoudre les problèmes qui ont dépassé les hommes. Parce que je rappelle que dans la tradition, le dernier des derniers recours, ce sont les femmes. Mais ça veut dire que les hommes ont essayé et ça les a dépassés. D'accord. Et je rappelle que justement, un conseil d'hommes se tenait et tous disaient que ça nous a dépassés. On part donc nuitamment voir la grande prêtresse que l'autre c'est là. Ça nous a dépassés. Quand elle se lève, elle transcende, elle se lève, elle contemple, elle prend la solution par la magie de l'acte sexuel, elle transmet la connaissance et le pouvoir à l'homme qui vient exécuter en journée. C'est comme ça que ça se passe. La nuit porte conseil. Ah, bien sûr, c'est un jeu de rôle. Donc, autre chose, c'est la plasticité de l'enseignement traditionnel. Quelque chose de plastique lorsqu'il peut prendre plusieurs formes et être dans plusieurs domaines. L'enseignement africain est inhérent à tous les règnes. La loi de la territorialité se vérifie à la fois dans le règne minéral, végétal, animal et humain. Monsieur, il y a les territoires. C'est pourquoi un bonbon qui est pourtant l'initié supérieur, qui a une fonction sacerdotale, c'est-à-dire grand prêtre, et royal, n'a pas le droit de s'introduire dans une famille. S'il n'a pas l'autorisation au préalable du chef de cette famille qui est le Kourouboum. Exactement. La loi de la territorialité. Quand tu t'introduis dans le territoire de la panthère rugit, il devient violent, monsieur. C'est comme ça que ça se passe. Les Singans, autour de lui, aucun arbre ne pousse. C'est son territoire qui marque. Mais bien sûr, ah oui. Et c'est d'ailleurs ça qui a donné la notion de verger ou de champ. Il y a même des arbres qu'une fois coupés, tous les arbres qui sont tout autour meurent. Oui. Parce que c'est lui, et c'est un peu comme lui était le boss, ce sont ces sujets. Exactement. Donc c'est ça l'enseignement africain. Puisque c'est un enseignement cosmique, et donc ça se vérifie à toutes les échelles. La réincarnation se vérifie dans toutes les échelles. L'eau qui monte, meurt, c'est la même qui redescend. La graine qui fait émerger l'arbre,
va donner le fruit, qui va tomber, qui va encore donner l'arbre. Et refaire la même chose. C'est le même cycle. La nature nous l'apprend. Le soleil se lève, il se couche, monsieur. Les saisons se renouvellent. Et c'est la même chose avec l'être humain, parce que la mort est la colonne vertébrale entre la vie et puis le monde de l'au-delà. Mais bien sûr. Pour vivre, il faut mourir. D'ailleurs, la mort, c'est et maintenant, il y a la réincarnation, c'est-à-dire ça fait un cycle complet, justement. Effectivement, la mort, c'est une certaine vie. La mort, c'est une certaine vie. Puisque analyser les mots de la tombe, c'est le mot du bourgeon. Or, le bourgeon, c'est quoi? C'est ce qui renaît. Lorsque vous voyez les bourgeons, boutus, c'est ce qui va faire renaître quelque chose. Donc, son, c'est le bourgeon en bas, ça, son, c'est la tombe. Parce que c'est là justement le lieu de la renaissance, de la régénération. On prend 9 mois pour venir sur terre à travers le ventre de notre mère. Et on fait 9 jours dans les entrailles de la terre pour naître dans l'au-delà. Dans l'autre dimension. Effectivement. Donc, voilà cela. D'une part, elle est plastique, ça veut dire qu'elle se vérifie à toutes les règnes. Donc, si on vous dit papa, papa, maman, maman, on dit que ok, ça c'est au niveau du règne humain. Admettons que c'est vrai. Que papa, papa, maman, maman, que c'est une bonne chose. Admettons que ce soit vrai. L'Africain dit pour que je vérifie cela, pour que ce soit vrai, je dois vérifier dans les autres règnes. Voilà. Allons dans les autres règnes. Chien, chien donne et chien, chien donne. Je n'ai jamais vu. Alors, papa et mal donne. Non. Il faut vérifier. Parce que lorsqu'on vous dit, sont des dieux homosexuels et tout, dans le monde à tous les excès, d'accord, admettons cela. Allons dans les autres règnes. Allons dans les autres règnes qui sont là avant nous. Est-ce qu'un chien va avec un chien? Les autres règnes qui sont là avant nous. Dans le règne minéral, H2O c'est quoi? Est-ce que l'air c'est le vent? C'est le principe masculin. L'hydrogène c'est l'eau. C'est le principe féminin. Monsieur. Même l'eau c'est H. L'hydrogène, 2O, oxygène, monsieur. Et c'est le mariage. L'atome d'hydrogène se marie à l'atome d'oxygène, monsieur. On voit l'humide et le chaud. L'air, l'oxygène chaud. L'humide, l'hydrogène, l'eau, monsieur. Pour qu'il y ait la vie. On ne voit pas hydrogène, hydrogène ou oxygène, oxygène. Donc, tant qu'on ne vérifie pas un enseignement dans tous les règnes de la nature végétale, animale, minérale, il ne doit pas être validé parce que c'est de la fantasmagorie et de la rêverie. Voilà. Voilà, frère, on va revenir justement à la parole didactique. Et la question que je vais te poser est celle de savoir quels sont les mécanismes ou alors les procédés utilisés dans les sociétés africaines pour transmettre efficacement le savoir par la parole. Je convoque ici les devinettes, les contes, les charades, les proverbes, etc., etc. Effectivement. Je veux aller de manière processuelle. L'humanité se transforme, c'est-à-dire ce qui était préexistant arrive à l'existence par Atum qui a pris conscience. Il y a le phénomène de la latence et de la manifestation. Le Keper-Ra qu'on voit à travers le soleil. Hanga Impam, Hanga Inang, Hanga Insolop. Atum organise la matière. Atum c'est Ilolombi, c'est-à-dire le premier. Parce que Ilolombi c'est soit Lombi, c'est-à-dire l'ancien des anciens, c'est-à-dire le premier. Soit Hilo Lombi, l'ancien sommeil. De toute façon, c'est le premier. Lorsqu'il surgit du Nun, il prend d'abord conscience. Et cette prise de conscience, c'est l'éveil. C'est l'éveil de certaines facultés. Traduit par la circoncision, qui fait mal. L'accouchement, la douleur de la circoncision, c'est l'éveil d'Atum dans le Nun. La douleur du dépucelage, monsieur, c'est la prise de conscience d'Atum dans le Nun. La douleur de l'enfantement, c'est la prise de conscience d'Atum dans le Nun. Donc, à chaque étape, il y a la douleur. Bien sûr. La capacité de supporter cette douleur te fait passer d'un stade à un autre. À un autre, effectivement. Alors, lorsque l'atome surgit, il organise la matière suivant des lois bien précises. Et ce sont ces lois justement que, une fois l'homme arrivé sur terre,
ayant vu l'harmonie, a décidé chercher et connaître, afin à son tour d'harmoniser l'humanité à laquelle il va donner naissance à travers l'accouchement. Parce que le processus d'éducation de l'enfant, c'est le processus d'harmonisation de l'humanité par atome, de la cosmogonie par atome. On élève l'enfant suivant les règles grâce auxquelles Ilolombi, parce qu'il y a, permets-moi Nyamsi de faire un petit crochet là. Je voudrais rappeler aux gens qui disent que Dieu c'est Zamba, qu'ils sont des ignorants. On ne traduit pas un nom propre, monsieur. Nyambé c'est un nom propre. Ilolombi c'est un nom propre. Nyamsi c'est un nom... Bon, la traduction de Nyamsi c'est quoi en français? Nyamsi, c'est-à-dire le soleil de Dieu. Le soleil de Dieu. Ça, c'est la signification, pas la tradition. Ça veut dire que quel est le nom français qui correspond à Nyamsi? Il n'existe pas. Exactement. Mais comment vous voulez? Dieu, c'est pas Zamba, monsieur. Dieu, c'est Dieu. Allah, c'est Allah. Nyambé, c'est Nyambé. Ilolombi, c'est Ilolombi. On ne traduit pas les noms propres, monsieur. On ne les traduit pas. Ce sont les prénoms qu'on traduit. William, c'est Georges, oui. William, c'est Georges. Mais monsieur, Bush c'est quoi? Mais dites-moi, Ndiki c'est quoi? En linguistique, les noms propres, on ne les traduit pas. Parce que le nom propre, c'est une identité unique, monsieur. C'est le nom commun qu'on traduit. Alors, lorsque j'ai fait cette parenthèse, il faut arrêter de dire que Zamba, c'est Dieu. Non, Zamba, c'est pas Dieu. Zamba, c'est Zamba. Si vous voulez parler de Zamba, dites Zamba. Ne dites pas que Zamba, c'est-à-dire Dieu chez les Ekans. C'est même faux. On ne dit pas Allah. On ne dit pas... Allah substituant à Dieu. Non, on ne dit pas Allah, le substituant à Dieu. C'est-à-dire, si on veut parler français, respectons les règles du français. Si on veut parler Bassa, respectons les règles du Bassa. C'est le linguiste qui parle. Mais bien sûr. Et je vous rappelle, c'est linguiste traducteur. Et la traduction, c'est la recherche de l'équivalent naturel et formel dans la culture d'arrivée. Donc on les cherche, on ne traduit pas pour traduire. Voyez-vous. D'accord. Et c'est la même chose. Il y a certains romans dont on parle en citant le titre tel quel. On ne cherche pas à le traduire. Alors, lorsque je reviens dans ça, Ilolombi a organisé la matière suivant un certain nombre de règles bien précises. Lorsque les hommes sont apparus sur la terre, sont nés sur la terre, après la différenciation, ils ont cherché à comprendre les lois qui ont présidé à l'organisation de l'humanité. D'où l'observation. Justement, j'allais en arriver. D'où l'observation, la contemplation et la méditation. À travers cette observation, on se rend compte de ces lois. Monsieur, nous sommes quand même là, soit en astrophysique, soit en physique quantique, des choses complexes. Bon, nous sommes les initiés. Nous ne sommes pas les seuls sur Terre. On sait déjà que la réincarnation existe. Parce que lorsqu'on s'est élevé, on a vu tel, on a vu tel, on a vu que les choses n'existent que de manière subtile. Et que c'est à travers le martelage, la parole, les vibrations que ces choses prennent forme. Elles peuvent rentrer à la source et revenir. Comment expliquer ça aux autres? Qui formule les contes? Qui formule le mythe? Qui formule le proverbe? Qui formule la charade? Qui formule ceci? Qui formule cela? Qui formule le jeu? Qui formule la danse? Qui formule les interdits? Et je m'en vais vous donner un certain. Il y a une devinette en bassa. À terre ou un terre beignet. Il te voit mais tu ne le vois pas. La réponse est un courri. C'est-à-dire le hakou. Le hakou est dans l'entre-deux mondes. Kou, qui veut dire la lumière. Kouye, allumé. À terre ou terre beignet. Abar Malé, Abar Likong, à Tinarning. Il est l'eau. Il a la forme de la flèche et il donne la vie, le spermatozoïde. Combien connaissent encore cela? Abar Malek, Abar Likong, à Tinarning. Manum, c'est-à-dire le spermatozoïde. Il est l'eau, le nun. Il est l'eau, le nun. Il est la flèche, le principe actif. Le principe actif, le déploiement. Et il donne la vie, c'est la sémence. Mais
voilà comment en quelques mots on vous fait un cours de science. C'est-à-dire en quelques mots on vous fait un cours de science. En quelques mots on vous dit que le haricot ne périt pas. Étant dans l'au-delà, il te voit. C'est la notion justement de l'énergie. Comment dirais-je, comment définir à coup le Sèche Kofi Gomez justement parle de l'esprit lumineux non périssable. Voilà. Donc en une charade à terre il te voit mais tu ne le vois pas. Si celui qui voit sans qu'on ne le voit est toujours dans le noir. Or le noir est représenté par l'invisible. Tu vois que l'invisible voit le visible, mais le visible ne voit pas l'invisible. C'est une notion d'ontologie, monsieur. On est là dans l'ontologie. En une charade. Et ça donne tout un cours de science. Ça donne tout un cours de science. Alors, on vous dit, Mbok et Yemakomaye, Mbok Nkwo, Mbok Nyora. L'univers est fait de flux et reflux à la manière de la chute d'un chimpanzé. Il tombe, il se relève. On est là dans l'oscillation, monsieur. Mbok, c'est l'univers. Donc, la vie dépend de l'ondulation, de l'oscillation. Allez voir l'encéphalogramme. Lorsqu'il est plat, il n'y a plus de vie. Et lorsqu'on parle même de la numérologie, les camps, les bibo. Voilà. Les camps, les voilà encore un proverbe. Les camps, les bibo. La magie ne dépasse pas 9. Lorsque vous comptez, 9 c'est le sommet des chiffres. Après 9 c'est le nombre. Le nombre c'est l'association des chiffres. Exactement. Donc après 9 il n'y a plus aucun chiffre. Puisque pour avoir 10, il faut le 1 et le 0. Donc 9 c'est le sommet. Et après 9 c'est la maturité, c'est l'accomplissement. 9 mois pour naître. 9 jours. 9 jours pour renaître dans l'au-delà, 9 notables et que sais-je encore. L'énergie elle-même circule en spirale. Quand on parle des néades, la figure géométrique du 9. Et quand on parle justement des néades primordiales, c'est les 9 divinités primordiales. Exactement. Donc vous voyez que voilà comment on a enseigné à travers des choses basilectales, c'est-à-dire des proverbes de chaque jour, des charades de chaque jour. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est un savoir pointu qu'on enseigne en si peu de mots, monsieur. Plus loin, on arrive dans l'univers des contes. Ça, c'est du lourd. Les contes ont quoi? Les contes ont la faune. Les parties de l'eau. Moi, je connais des proverbes où on parlait des embouchures en bassa. Il y a le mot embouchure en bassa. Et il y a le delta en bassa. J'oublie seulement parce que c'est des mots que je n'utilisais pas trop. Il y a l'amont, il y a l'aval. Il y a l'amont, il y a yimlep, la partie la plus profonde de l'eau. Yimlep. Il y a ça dans un proverbe. Hikokongo, yimba. Vous voyez que dans les contes, on a l'hydrologie. Dans les contes, on disait toujours que les oiseaux étaient allés se laver dans l'eau et puis Lingung qui avait la grosse tête a pris la tête de l'eau parce qu'avant de se laver, chacun levait la tête. Et un animal, Lingung, à la grosse tête, a pris la tête de l'autre. Et puis il allait accuser et chaque oiseau venait, le corbeau venait, c'est en langue. Bon alors, ils se mettent à chanter, ils disent que si c'est moi qui ai pris la tête, que tel m'arrive, le perroquet, tout ça c'est le nom des oiseaux. On vous apprend les noms des animaux, des oiseaux. On vous apprend les noms des animaux. On vous apprend. Et comment même communiquer avec ces derniers. On vous apprend le pouvoir charismatique. La panthère et le lion avaient un problème. Tous les animaux, aucun animal n'a pu trancher ce problème. On a demandé au calago de trancher depuis un arbre. Parce que lui ne peut pas être victime des foudres, soit de l'un, soit de l'autre. On vous apprend comment, quand ça dépasse, on peut appeler quelqu'un qui est plus fort pour trancher. Exactement. Parce que c'est mauvais. Voyez-vous? Donc, ensuite, en plus de cela, on a les maximes. Chaque conte finissait par une leçon. Et je crois que c'est La Fontaine qui a triché cela.
Alors, depuis fois tu es là, mais je m'avais vous le démontrer. C'est l'Afrique, monsieur. D'accord, frère. Permets-moi, avant de revenir sur la maxime, très rapidement, on va prendre une transition du côté de la régie, parce que nous avons déjà parlé, nous avons discuté un peu plus d'une heure. Ça va nous permettre de prendre un verre de Matango du côté de la régie. Très important. Et puis on va se retrouver juste derrière pour poursuivre exactement là où nous avons laissé. Donc nous prenons une transition et on se retrouve juste derrière. À tout de suite. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour que Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. De retour sur le plateau de Kemet Télévision, la thématique que nous abordons dans le cadre de votre émission Podlimal, cette émission hebdomadaire qui traite des questions de linguistique et tout simplement la parole didactique en Afrique. Le frère, le Sèche Sangomalet, était justement en train de nous expliquer la maxime, comment est-ce que la maxime était perçue en Afrique et quelle était la portée, quelle était son importance et surtout l'éducation qu'on pouvait en tirer derrière. Oui, en fait, la maxime, c'était une formule
comment on parle souvent de truisme, c'est-à-dire une formule laconique, c'est-à-dire très brève, mais qui renferme une densité substantielle énorme. Parce que lorsque vous entendez justement les Kanglin l'Elbebo, on vient de démontrer le très grand enseignement qui se cache derrière cette phrase apparemment banale. Lorsqu'on vous dit Mbok y makoma ye, Mbok inko, Mbok ignola, on est en train de vous enseigner comment est-ce que l'humanité se déploie. À travers l'humanité zigzag. C'est pourquoi même dans la vie, la monotonie n'est pas bien. Il faut toujours innover. Parce qu'il faut changer toujours de cadence. Et lorsque vous voyez les notes même musicales, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, vous voyez que ça monte, ça oscille, le chant du corps, tout cela, le pull bas. Voyez-vous, ça c'est le zigzag. Il y a le don et la rétention. Le don, la rétention. Lorsque vous voyez le damier, le blanc et le noir, le manifesté et le non manifesté, la présence et l'absence. Alors, lorsque on vous le dit parce que on sait que à travers cette maxime herméneutique, d'ailleurs, à travers cette maxime, il est capable de se frotter à un enseignement inexorable et incommensurable. Et c'est en ça que on éduquait les enfants. Et il faut vous rendre compte que, et là encore, ça revient à la dimension sexiste de l'éducation. Les enfants recevaient beaucoup plus les charades et les devinettes. Et ce sont les femmes qui étaient beaucoup plus enclins au conte. Tandis que les hommes étaient enclins pas à raconter, à dire des proverbes et des mythes. Quand vous observez vraiment la société, vous verrez que c'est très souvent les femmes qui le soir, avant le coucher, racontaient les contes aux enfants. Et en journée, les hommes gavaient les enfants des proverbes. Vous voyez, c'est organisé, c'est sexiste. Rarement, je dis bien rarement, puisque ce sont des éléments linguistiques, l'un ou l'autre pouvait utiliser. Donc, un homme pouvait raconter des contes, je dis pouvait, mais essentiellement et fondamentalement, ce sont les femmes qui racontaient les contes. Et les hommes s'amusaient à causer avec des proverbes. D'ailleurs, dans les joutes oratoires, c'était des hommes. Et c'était des proverbes, c'était des mythes. Et c'était des allégories. Voilà. C'était des allégories. Et donc, pour chuter... et parlant d'éducation, justement, j'allais te relancer avec cette question. Penses-tu que la parole est plus didactique lorsqu'elle est portée par des figures d'autorité, notamment les griots, les prêtres, les initiés et autres? Oui, on l'a vu ici. On a dit en Afrique, ne prends pas la parole qui veut, mais qui peut. Ne prends pas la parole qui veut en Afrique, mais qui peut. On a vu le caractère discriminatoire de la parole, justement parce que il y a des gens qui incarnent certaines dispositions et prédispositions propres justement à impacter, puisque c'est ça l'objectif de la parole. Impacter. C'est impacter, c'est modifier un état initial. Je vous ai dit, par exemple, pourquoi est-ce que lorsqu'on voulait convaincre quelqu'un, on passait par la femme ou par la mère ou par le fils le plus aimé? Justement, lorsque la parole est portée par une personne donnée, et c'est en ça, et c'est là qu'intervient pas le logo, l'éthos. On a vu qu'en Afrique, celui qui portait la parole devait, comment dirais-je, incarner 3 dimensions. Le logo, c'est-à-dire l'érudition.